OK, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue au webinaire sur le code de conduite pour prévenir et répondre aux violences sexuelles dans le secteur de la coopération internationale. Vous allez noter le vocabulaire pour la durée du webinaire. On parle de violences sexuelles et non inconduites. Mais pour ceux qui se demandent, est-ce bel et bien pour le code de conduite sur les inconduites sexuelles? Oui, c'est ça, mais on va se référer aux violences sexuelles. Pour toute information sur pourquoi on utilise ce vocabulaire, je vais vous référer à des fiches qui seront partagées à la fin du webinaire. OK, alors les objectifs, très rapidement, de ce webinaire sont de renforcer les capacités des OCI à développer un code de conduite, de renforcer les capacités des OCI dans la prévention et l'accompagnement des victimes de violences sexuelles dans le secteur de la coopération internationale. Donc, le code de conduite sert à la prévention et l'accompagnement. Et aussi d'appuyer les OCI à répondre aux nouvelles exigences d'Affaires mondiales Canada dans la matière. Au niveau du déroulement, on a à peu près 1h30. Alors, vos questions vont être dans la dernière demi-heure, à la toute fin. Puis la première heure, ce sera une brève introduction de la part de Anne, qui est moi-même, je vais mettre dans un moment. Ensuite, une présentation du code de conduite d'Oxfam Québec de la part de Karina Manzia. Oui. Et ensuite, on va faire une séance de questions-réponses avec deux représentantes du secteur, Sabine Michaud d'Avocats sans frontières Canada et avec Karina Manzia. Puis par la suite, comme je l'ai mentionné, à la toute fin, on va faire une séance de questions de la part des participants et participantes. Puis à la toute fin, comme en guise de conclusion, on va faire une révision d'une liste de vérification du code de conduite et de la politique pour la prévention et l'accompagnement des victimes et survivantes de violences sexuelles dans le secteur de la coopération internationale. Donc, je vais vous présenter les intervenantes. On n'a qu'une caméra, alors peut-être qu'elles vont se pencher vers moi au fur et à mesure que je dis leur nom, en espérant qu'elle est dans le cadre de la photo. Donc, je commence avec Karina Manzia, qui est là. C'est la... Oui. Bonjour tout le monde. C'est la coordonnatrice en ressources humaines volet international pour Oxfam Québec, et Sabine Michaud, bonjour, qui est la conseillère juridique Avocats sans frontières Canada. Puis moi-même, je suis Anne Delorme, je suis chargée de programme Droits des femmes et égalité des genres à la COSI. On va changer de place pour qu'on soit bien centré devant la caméra au fur et à mesure que la présentation avance. Au niveau du déroulement, je pense que je l'ai mentionné déjà, mais les questions sont à la fin, puis elles se feront par chat. Ça va être plus facile pour nous. Mais Hélène Gobeil, qui est la responsable des communications, est disponible par chat aussi durant le webinaire s'il y a des questions plutôt techniques, comme vous avez sûrement vu dans la boîte chat. Merci Hélène d'être là avec nous. OK. Donc, introduction. Le Comité québécois Femmes et Développement, dont le CQFD de la COSI, a entamé un vaste chantier de travail sur les violences sexuelles au cours de l'année dernière. Et ceci comprend un programme de formation qui préconise une approche féministe et est centré sur la victime survivante. Et ce webinaire fait partie de ce programme de formation. Et il y en aura d'autres dans les mois à suivre, probablement cet automne, notamment sur comment recevoir une plainte et au niveau de la mise en œuvre de la politique ou du code de conduite. Également, on a produit déjà une série de fiches qui seront présentées à la fin du webinaire, mais on a d'autres fiches qui sont en cours de développement. Je voulais aussi noter que ce travail ne se fait pas de façon indépendante, mais s'inscrit dans les démarches du Conseil canadien de la coopération internationale qui, en septembre 2018, annonçait l'engagement de ses membres envers une tolérance zéro vis-à-vis des inconduites sexuelles. Et on essaie de travailler en concertation avec le CCCI, ainsi que le réseau des conseils provinciaux du Canada. Et juste pour vous dire aussi, je viens de recevoir une note pour ceux qui sont curieux ou qui veulent partager le webinaire par la suite avec
vos collègues dans les bureaux, le webinaire est enregistré. Donc, vous pourriez l'écouter par la suite. D'accord. Je continue. OK. Alors, comme je l'ai mentionné, je voulais faire un bref survol des exigences d'Affaires mondiales Canada dans la matière. Donc, dès le 1er septembre 2019, donc de cette année, Affaires mondiales Canada exige un code de conduite qui prévient et répond à l'exploitation et aux abus sexuels. Vous notez déjà chaque instance a son vocabulaire. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec va avoir son propre vocabulaire. Comme je vous ai dit, nous, on parle plutôt de violence sexuelle, mais Affaires mondiales Canada se réfère à l'exploitation et aux abus. AMC précise que le code de conduite doit préciser les rôles et responsabilités de l'organisation vis-à-vis l'application et le respect du dit code, décrire les procédures d'enquête équitables et confidentielles, ainsi que les mesures disciplinaires en cas de non-respect du code. Affaires mondiales Canada exige également qu'un mécanisme de signalement confidentiel soit instauré au sein de chaque organisation. Et finalement, AMC demande, afin de soutenir l'implantation du code, qu'une formation sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels, ainsi que sur les mesures à prendre en cas d'inconduite, sera réalisée. Donc, il y a pour plusieurs éléments, non seulement le code en tant que tel, mais aussi tout le programme de formation et les mesures à prendre pour mettre en œuvre ce code. Je voulais mettre la table très brièvement parce qu'il y a plusieurs outils organisationnels et même on a une fiche spécifiquement là-dessus, mais notamment dans le contexte du Québec, ça peut porter à confusion. Donc, premièrement, on a une politique sur le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique qui, depuis le 1er janvier 2019, donc cette année, les organisations québécoises doivent avoir adopté et divulgué cette politique. Qui inclut aussi ces procédures de traitement de plainte. Et si vous ne l'avez pas fait encore, il y a un canevas de politique qui est disponible sur le site de la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail, connu sous l'acronyme de la CNESSP. Ça, c'est un outil. Aujourd'hui, le webinaire porte sur le code de conduite qui est pour prévenir et accompagner les victimes et survivantes de violences sexuelles, ou bien le code de conduite sur l'exploitation et les abus sexuels, qui est le prérequis d'Affaires mondiales Canada. Ensuite, souvent, il y a également une politique de prévention et de réponse aux violences sexuelles. Donc, au niveau des prérequis ou des exigences d'Affaires mondiales Canada, il se peut que le code de conduite répond à une portion de ces exigences-là, tandis que la politique de prévention et de réponse aux violences sexuelles répond à d'autres éléments des exigences. Et finalement, il peut même y avoir d'autres politiques internes qui répondent partiellement à différents éléments. Fait que juste de garder ça en tête, ça peut être un peu mêlant, mais toute organisation est à différents niveaux. Et donc, on a souvent déjà des politiques en cours et on veut respecter ces politiques qui existent déjà tout en les mettant à jour ou en développant des compléments pour pouvoir répondre aux exigences, et plus que de répondre aux exigences d'Affaires mondiales Canada, pour qu'on puisse mieux répondre et prévenir aux violences sexuelles. Donc, je vais passer la parole maintenant à Karina. Elle va changer de place avec moi, mais je suis toujours là. Elle va présenter un code de conduite et justement certaines politiques associées d'Oxfam Québec. Puis on remercie beaucoup Oxfam Québec d'avoir partagé le code de conduite qu'ils ont parce qu'en effet, plusieurs organisations sont en train d'en développer. Donc, jusqu'à ce qu'elles soient adoptées, intérinées par les conseils d'administration, on ne peut pas les partager. Fait que c'est très, très, très utile d'avoir vraiment un exemple concret aujourd'hui. Donc, merci, Karina. Je change de place. Alors,
Rebonjour et merci encore une fois de participer au webinaire. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter notre code de conduite en espérant qu'il puisse vous être utile, mais aussi les politiques qui sont associées à ce code-là, dont plusieurs sont nouvelles et le code et les politiques ont été soit ajustés ou soit créés depuis un an. Alors, la toute dernière politique que nous avons reçue est la politique de prévention d'exploitation et d'abus sexuels qui, elle, est arrivée au mois d'avril dernier. Donc, c'est tout nouveau. Alors, si on regarde le code de conduite d'Oxfam, je vous dirais qu'il est fait en 3 portions, si on veut. Hein. Au début, on a tout ce qui est le préambule, pourquoi on a le code de conduite, la portée du code de conduite. Ensuite, on a les valeurs d'Oxfam qui sont définies en 6 articles. Et à la toute fin, on parle de l'engagement et de toutes les politiques qui sont liées au code de conduite. Donc, si on regarde au tout début le principe et la portée du code, on décrit à ce moment-là que comme on est tous un Oxfam, ce code-là s'applique à tous les employés, tous les bénévoles, tous les stagiaires, tous les coopérants volontaires, peu importe pour quel Oxfam ils travaillent et pour lequel ils sont sous mandat, et peu importe le pays d'intervention où ils sont. Alors, également, ce qu'on indique, c'est que ce code-là, il est là pour éviter tout risque pour la personne, mais aussi éviter tout risque pour Oxfam. Et on veut aussi, avec le code, éviter qu'une personne qui est sous mandat avec Oxfam tire un avantage personnel d'éventuels rapports de force inégaux. Donc, on met aussi l'accent sur le rapport de force et la position d'autorité que nos membres peuvent avoir. On précise dans le code également que personne n'est dispensé de suivre ce code. Donc, même les employés locaux qui sont dans les pays d'intervention, qui sont sous contrat avec Oxfam, sont également tenus de suivre ce code-là. Et on précise également que la personne, en fait, s'engage à adapter sa conduite conformément aux exigences de ce code et que dans le cas contraire, toute infraction peut entraîner des sanctions, voire même la fin de l'engagement avec Oxfam et peut-être même des poursuites judiciaires. Donc, ça, c'est précisé le principe est porté dans le préambule du code de conduite. On dit également, on met l'accent également sur le fait que peu importe, hein, comme on a dit, peu importe le pays d'intervention, peu importe le pays de résidence de la personne qui est sous contrat ou sous mandat, ce code-là a été fait en fonction des normes internationales et des Nations unies. Donc, le code relève du droit international et il doit être interprété dans le respect de cette législation-là. Okay? Donc ça peut répondre des fois à certaines questions. On dit oui, mais bon, dans le pays, ça c'est légal, pourquoi que les gens ne peuvent pas le faire? Donc nous, le code relève de la législation du droit international et des normes qui ont été établies par les Nations unies. Alors, si on regarde maintenant les valeurs et les normes qui sont inscrites dans notre code, on parle de 6 articles. Donc, le premier fait référence à respecter l'intégrité et la réputation d'Oxfam en veillant à ce que mon comportement professionnel et personnel soit manifestement en conformité avec les valeurs et les normes d'Oxfam. Donc là, je passe rapidement aussi pour vous dire qu'on a 3 paragraphes. Alors là, on va parler de tout ce qui est d'avoir une conduite, des comportements qui renforcent la confiance du public dans Oxfam. Et pour cela, il faut que nos membres assument la responsabilité de leurs actes professionnels et personnels. Donc, on fait référence aussi en dehors des heures de bureau. Et à s'assurer que toute personne gère l'autorité que lui confère son mandat au sein d'Oxfam avec la retenue appropriée. On dit également qu'en observant les exigences de ce code, on va aussi prêter attention aux coutumes et cultures locales. Okay? On va respecter les normes et valeurs de ce contexte culturel. Donc, par exemple, si les normes, les cultures diffèrent un peu du code où on se questionne, on se demande, ben là, qu'est-ce que je fais? Nous, ce qu'on dit aux personnes, vous allez être dans des dilemmes éthiques. Hein? Vous allez vous retrouver, ça c'est dans le préambule aussi, on dit le code sert à vous guider dans les cas de dilemme. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il va toujours avoir des zones grises. Il faut à ce moment-là qu'on sollicite l'assistance et les conseils d'Oxfam. Donc, quand on se retrouve dans une situation où on se dit, oui, mais là, la coutume permet ça, le code, je ne sais pas si je peux, nous, ce qu'on dit à nos gens en formation, c'est, écoutez, le mieux, ce que vous devez faire, c'est aller vous référer à votre supérieur hiérarchique, aller vous référer à votre conseiller, référez-vous aux ressources humaines pour aller chercher conseil et
guidance, conseil et, je cherche le mot en français, guidance. Bon, vous me comprenez, désolée pour l'anglicisme. Ligne directrice, merci. Également, ce qu'on précise, c'est qu'on ne va pas exercer notre mandat sous l'influence de l'alcool, qu'on n'utilisera pas et qu'on ne sera pas en possession de substances illicites dans les locaux, dans les véhicules et dans les logements d'Oxfam. Hein? Un logement d'Oxfam, par exemple, c'est un logement qui est payé avec les fonds publics, les allocations qu'on donne pour le logement aux coopérants volontaires. Ça, c'est le premier article qui parle de comportement professionnel personnel et qui est tout ce que la réputation d'Oxfam, si on veut, et la confiance du public envers l'organisation. Le deuxième article va traiter plus du respect, de la dignité, de l'harcèlement, de la discrimination, etc. Donc, on va dire traiter chaque personne avec respect et dignité et contester toute forme de harcèlement, de discrimination, d'intimidation, d'exploitation ou d'abus. Alors, vous comprendrez que depuis un an, quand on a révisé le code de conduite, quand Oxfam International a révisé le code de conduite, c'est surtout cet article-là qui a été revu et corrigé plus en profondeur. Donc, aujourd'hui, comment le code se lit, c'est que les membres du personnel d'Oxfam, on précise, sont en position privilégiée d'autorité et de confiance vis-à-vis de nos partenaires et des communautés dont nous venons, donc ça veut dire par exemple les employés locaux, et auprès desquels nous œuvrons. Dans l'exercice de mes fonctions au sein de la mission d'Oxfam, je reconnais l'importance de ne pas abuser de ma position d'autorité ou de rapports de force inégaux, de quelque manière que ce soit. Ensuite, on a précisé également, je veillerai à ce que mes relations avec les autres et mes comportements ne relèvent aucunement de, là on l'a précisé, l'exploitation, la maltraitance ou la corruption. Et je ne me livrerai à aucune forme d'exploitation ou d'abus sexuels sur quiconque, donc en général, ça s'applique à tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes, partenaires, bénéficiaires, collègues, etc., quel que soit son âge. Alors, cet article-là, comme je vous ai dit, il a été vraiment remanié. On dit également, considérant le rôle que je joue dans la mission d'Oxfam, qui vise à remettre en question les injustices et la pauvreté, je respecterai les droits de toutes et de tous, y compris des enfants, et je contribuerai au maintien d'un environnement de travail qui se caractérise par le respect mutuel, l'intégrité, la dignité et la non-discrimination. J'aurais pu mettre certains mots en gras pour le faire ressortir, là, mais je pense que vous êtes capable de les capter tout de suite en voyant l'énoncé. Donc, je ne proposerai pas d'argent, d'offres d'emploi, de biens ou de services en échange de faveurs sexuelles ou de toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile, étant entendu que cette règle vise à remettre en cause les actes d'exploitation et d'abus sexuels. Donc, on parle d'exploitation sexuelle, d'abus sexuels, mais on parle de toute autre sorte d'exploitation également. Je mettrai tout en œuvre pour signaler à ma hiérarchie ou par les voies établies de communication confidentielle tout comportement de ce genre ou toute irrégularité au travail de la part de mes collègues. Alors, nous, notre code précise qu'on a un devoir d'informer Oxfam de toute irrégularité, de toute inconduite. Les collègues ont le devoir de le faire par voie confidentielle ou non, mais les gens ne peuvent pas être complices de ce qui se passe sur le terrain ou de ce dont ils sont témoins. Conformément aux normes internationales, je n'aurai pas de rapport sexuel avec des enfants, et l'on précise, soit toute personne de moins de 18 ans, ni des bénéficiaires, en échange d'une aide ou pour toute autre raison. Là, je veux juste préciser que ce qui se trouve en parenthèse, on le précise pour les bénéficiaires. Donc, pour les enfants, là, c'est vraiment, c'est pas seulement en échange ou d'une aide, c'est tout simplement pas le droit pour les enfants. Et pour les bénéficiaires, la même chose, surtout pas d'échange d'aide ou de toute autre raison, considérant l'inégalité des rapports de force en jeu et que de tels comportements pourraient nuire à l'intégrité et à la crédibilité de l'action d'Oxfam. Donc, là, ça, c'est l'article 2 qui porte surtout sur les inconduites, sur les violences sexuelles, l'exploitation. Ensuite, on revient encore sur la vie privée, à l'article 3, où on dit qu'on va remplir nos fonctions et mener notre vie privée de manière à éviter tout conflit d'intérêts éventuel avec l'action d'Oxfam.
Donc là, on va parler, par exemple, de conflit d'intérêt où une personne, on dit si vous avez un intérêt financier qui est personnel ou familial, par exemple, on vous emploie, vous êtes un employé local dans un bureau d'Oxfam et en même temps, ben, votre épouse est la directrice du partenaire avec lequel on travaille, hein, la directrice générale du partenaire. Donc là, il y a peut-être un conflit. Vous êtes avec Oxfam et vous prenez une deuxième activité officielle. Vous êtes employé par une autre OCI ou vous êtes employé par une autre organisation locale. Vous êtes en conflit. Donc, vous n'avez pas le droit et vous avez le devoir aussi de venir vérifier si vous êtes en conflit ou non, selon votre situation. L'autre chose aussi, c'est pour ne pas être en conflit, on parle de la politique. Hein? Donc, comme on a souvent des employés locaux, des coopérants volontaires qui sont issus de la diaspora, on précise que les personnes ne peuvent pas avoir d'activité politique ou se présenter pour un parti politique tant qu'ils sont sous mandat avec Oxfam. Donc, ils doivent informer Oxfam de tout intérêt politique qu'ils peuvent avoir ou de se présenter pour un parti. Donc, la même chose, on revient avec les cultures locales, où on dit que même si l'offre et l'acceptation de présents est souvent une pratique culturelle normale, nous, on ne va pas accepter les dons monétaires ou des dons inappropriés de la part des gouvernements, des bénéficiaires, des donateurs, des fournisseurs ou de toute autre personne qui pourrait me faire un don en fonction de ma position au sein d'Oxfam. Alors, on doit s'assurer que les dons ne dépassent pas les limites du raisonnable et qu'ils sont conformes aux politiques d'achat. Donc, si on reçoit des dons, ce qu'on doit faire, c'est les signaler hein, à son supérieur hiérarchique et à la limite, s'il y a lieu, c'est de les remettre à Oxfam, les remettre à une autre organisation, mais on ne peut pas accepter de dons pour éviter toute forme de corruption ou de conflit d'intérêts réel ou perception de conflit. On doit également veiller à ce que l'assistance d'Oxfam ne soit pas offerte en échange de quelques services ou faveurs, que ce soit de la part de quiconque. On revient encore sur ça. Et évidemment, éviter toute forme de corruption. Donc, ne pas en promettre, ne pas en accepter, éviter tout ça. Alors, quand on arrive à l'article 4, on parle de tout ce qui est les systèmes informatiques, les équipements, les fonds, les ressources, etc. Donc, on précise que tout appartient à Oxfam Québec et qu'on a le devoir de en prendre soin, mais également respecter toute la confidentialité de l'information qu'on peut recevoir. On doit aussi, à l'article 5, protéger la santé, la sécurité et le bien-être de toutes les personnes sous mandat avec Oxfam et les fournisseurs. Donc, tout ce qui est l'évaluation des risques, ne pas mettre les personnes en danger, ne pas se mettre en danger nous-mêmes. Vous m'excuserez, je passe rapidement parce que j'aimerais terminer, passer à la deuxième partie également, qui est les politiques. Et l'article 6, et là, on revient aussi avec nos valeurs qui est de protéger les droits humains, protéger l'environnement, m'opposer aux activités criminelles ou immorales. Hein? Donc, comme on dit, comme on a l'habitude de dire, tout ce qui est légal n'est pas nécessairement moral. Donc, on parle d'activité immorale. Alors, je passe par-dessus cette diapo comme vous allez avoir accès à toute l'information. À la fin de notre code de conduite, ce qu'on retrouve, c'est toutes les politiques qui y sont associées. Donc, les personnes en signant le code de conduite doivent également prendre connaissance de toutes ces politiques-là, initialer et confirmer qu'elles les ont bien lues et qu'elles adhèrent aux politiques. Donc, on parle de politique en matière de protection de l'enfance. On parle de la politique de sécurité. On parle d'une politique relative à la diversité sexuelle ou aux droits liés à l'identité sexuelle, donc respect des droits de la personne, etc. Il y a le protocole de sécurité. Il y a la politique contre le harcèlement d'Oxfam Québec, hein, avec la mesure comment dénoncer les mesures disciplinaires pour les employés. Donc là, on parle vraiment de la politique des règles de la CNESST. Il y a le code d'éthique d'Oxfam Québec qui a été révisé, qui aujourd'hui va s'appeler un code de déontologie. Et la dernière politique que nous avons reçue est la politique contre l'exploitation, la prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Donc, on dit qu'en acceptant sa fonction, la personne s'engage à respecter tout ça et à contribuer à l'excellence des performances et de la réputation d'Oxfam. Le code de conduite, les politiques qui sont associées viennent également avec une série de formations qui doit se faire pour compléter le code de conduite. Parce que là, l'idée du code, c'est pas seulement d'avoir un code pour interdire des
des comportements, mais c'est surtout de changer la culture organisationnelle. Donc, pour ça, il faut faire de la prévention et il faut faire également de la formation. Donc, au niveau de la sécurité, il y a la formation en ligne Safe, qui est donnée par la Croix-Rouge, obligatoire pour tous, employés et coopérants. Il y a la formation en ligne JFH, qui est offerte par Oxfam International, donc le Learning at Oxfam, la plateforme d'apprentissage en ligne. On a aussi une formation en ligne sur le Safeguarding Awareness. On a une formation qui se donne en personne, qui porte sur le pouvoir et le consentement. Autre formation ajoutée qui parle surtout de la culture organisationnelle et qui mise, c'est une formation de 4 heures qui porte sur comment s'applique le code de conduite dans la vie de tous les jours et dans la réalité des mandats. C'est le vivre nos valeurs. Donc, formation très importante qui doit être suivie par tout le monde et qui se donne en personne. Et on passe une vidéo également de l'ONU qui est la vidéo Servir avec fierté, qui parle d'exploitation, d'abus sexuels et de pourquoi la prostitution, même dans les pays où c'est légal, pourquoi elle est interdite. Qu'est-ce que ça amène lorsqu'on utilise ou on fait appel à la prostitution. Maintenant, au niveau du signalement, ce qu'Oxfam vise, c'est l'existence maintenant de voies multiples pour que toute personne puisse être à l'aise, hein, autant les partenaires, les employés, les volontaires, à signaler toute inconduite sexuelle, exploitation, abus, harcèlement, violence sexuelle. Donc, l'important, on a commencé à avoir des lignes de signalement. Oxfam Québec a sa propre ligne de signalement. Oxfam Intermon Espagne a également sa ligne. Oxfam Grande-Bretagne aussi. Nous, ce qu'on dit, c'est que toute personne sous contrat avec Oxfam Québec, vous avez la ligne J'en parle. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de téléphoner ou de communiquer avec Oxfam Québec pour quelque chose que vous vivez sur le terrain, vous pouvez aller et appeler n'importe quelle ligne d'Oxfam. Alors, si j'appelle la Grande-Bretagne, parce que moi, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas sûre si ça va être bien traité, si les gens vont être neutres ou non, parce que je suis sous contrat sous Oxfam, je vais aller peut-être en Grande-Bretagne faire le signalement et à ce moment-là, la Grande-Bretagne doit communiquer avec nous et traiter les cas. Donc, on doit avoir des lignes de signalement, des voies multiples. Ça, c'est un extrait de notre politique de prévention. L'autre extrait, c'est dans le traitement des plaintes. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on doit avoir une gestion des cas rigoureuse et qui engage la responsabilité de l'organisation. Donc, on se dit que toute accusation, tout signalement qui est reçu, hein, va être documenté dans une base de données sécurisée et confidentielle que nous, on envoie à Oxfam International. Et là, Oxfam International fait le suivi et on doit rendre compte de ces cas-là, ils sont rendus où. Lorsqu'on a un signalement, on doit officiellement accuser réception dans un délai de 24 heures. Et ensuite, on dit qu'il y a une équipe de sauvegarde qui se réunit dans les 72 heures du signalement pour évaluer les risques immédiats et décider des prochaines étapes qui suivront. Autre extrait de notre politique, c'est l'enquête. Donc, l'énoncé qu'Oxfam mènera des enquêtes indépendantes, sûres et discrètes par le biais de personnes enquêtrices qui ont été formées et qui travaillent avec des équipes de sauvegarde d'Oxfam. Donc, on reconnaît les droits et la responsabilité morale de toute personne impliquée, y compris les personnes plaignantes et ou la personne survivante, les témoins et aussi la personne accusée, la personne mise en cause. Donc, Oxfam International a formé une centaine de personnes à travers le monde sur comment mener des enquêtes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que si on a besoin de faire une enquête, on essaie de faire appel à une autre personne qui travaille dans un autre Oxfam dans le monde pour venir enquêter sur un cas d'Oxfam Québec, par exemple. Et de même, nous, on peut être appelé à enquêter sur un autre cas d'Oxfam. Alors, on ne va jamais enquêter, évidemment, sur un cas qui nous concerne ou qu'on a reçu le signalement pour nos personnes. Ensuite, on a un processus de décision redevable. C'est qu'Oxfam s'engage à prendre des mesures rapides et adéquates à l'encontre de tout personnel et personne qui est apparenté, dont il s'avère qu'elle est responsable d'actes d'harcèlement, d'exploitation ou d'abus. Donc, on est tenu responsable d'agir. Donc, la tolérance zéro. Et il y a le soutien à la personne survivante. Donc, on s'engage à porter tout soutien à la personne survivante. Et ça, vraiment, cet engagement-là vient que l'enquête conclut qu'il y a eu effectivement harcèlement ou non. C'est-à-dire, à partir du moment où une personne porte une plainte, une victime, on va lui donner le soutien,
peu importe la conclusion de l'enquête. Et peu importe si on mène finalement une enquête officielle ou pas. Et là, ce sur quoi on travaille maintenant, c'est vraiment une procédure de gestion des plaintes. Donc, il va porter vraiment sur à qui on s'adresse, à qui va la plainte, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes impliquées là, lorsqu'il y a une plainte. Donc, vous pouvez voir les 8 points, qui est en fait la table des matières de cette nouvelle procédure-là qui est en train de s'élaborer et qui devrait être prête là, pour septembre, effectivement. Et puis qui pourra certainement être partagée. Là, je pourrais voir, et avec plaisir, si on peut la partager, on le fera. Voilà, il était très vite. J'espère que voilà, vous pourrez revenir sur les diapositives et puis s'il y a des questions. On va, vous voyez pas. Ah, c'est vrai. Allez-y, on va mettre dans l'écran, oui. Approcher pour qu'on puisse vous voir toutes les deux. Moi, je vais projeter ma voix pour que vous m'entendiez bien. Donc, Sabine, puis à intégrer ainsi que. Bon. Je vais venir derrière. Alors, je suis désolée, on ne m'entendait pas. Donc, merci beaucoup, Karina. Je répète. On va passer maintenant à la deuxième section. Fait que c'est sûr que ça a été un survol un peu rapide, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer quelques questions que Sabine a préparées d'ailleurs pour nous. Des questions que, pour Avocats sans frontières, ils ont soulevé certaines préoccupations dans leur processus. Et évidemment, c'est des éléments de réponse que vont offrir Sabine et Karina. Et la réalité de chaque organisation, des petites aux plus grandes, est très différente. Mais ça va nous permettre à réfléchir aux solutions qui sont bien adaptées pour chaque organisation et le contexte de chaque. Fait que, j'espère que vous nous voyez tous les deux. Je tire un petit peu ça pour que ça flisse dans l'écran. Et on peut cliquer pour la première question, puis je vais vous laisser la lire. Comme ça, vous allez vous auto-animer. OK, donc bonjour tout le monde. Je tiens cependant à souligner d'entrée de jeu que les questions étaient formulées à la lumière du travail qu'Avocats sans frontières a entamé en regard là, des exigences et de la loi sur les la loi sur les normes là, et du code de conduite qui est une démarche qu'on n'a pas vraiment entamée de façon directe, mais qu'on a entamée à travers l'élaboration d'une politique de prévention et de réponse aux violences sexuelles. Donc, c'est ce qui a motivé un peu cette première question, un peu beaucoup même. Donc, comment concilier les exigences de la loi? Et là, ça fait référence à la loi sur les normes du travail avec celle de l'AMC. Donc, je précise que la grande différence entre les exigences de la loi sur les normes et celle de l'AMC est que la loi sur les normes du travail au Québec, du moins, concerne les organisations ou le fonctionnement des organisations. Donc, on parle de harcèlement psychologique qui inclut, selon la loi, on peut être ou non d'accord, qu'est-ce qui inclut quoi? Le harcèlement à caractère sexuel. Donc, en vertu de la loi sur les normes, les dispositions du code de conduite ou d'une politique sur le harcèlement psychologique, donc ne concernent que les salariés, alors que les exigences de l'AMC débordent du contexte interne de l'organisation, parce que dans le cadre des exigences de l'AMC, et je vais laisser Karina, là, ne pas hésiter, s'il y a des interprétations différentes, où une personne de l'externe peut porter plainte
et qu'il y a des engagements au niveau de la protection de la communauté, ce qui évidemment n'est pas une exigence là, au niveau de la loi sur les normes du travail. Et nous, il va falloir qu'on continue de réfléchir à la définition que la loi, comment la loi sur les normes définit le harcèlement psychologique et évidemment des croisements qu'il sera possible ou pas de faire avec AMC qui parle exclusivement d'abus et d'exploitation sexuelle. Donc, il va falloir bien définir c'est quoi la portée de ces éléments-là. À ce stade-ci, la position d'Avocats sans frontières, mais le document est en révision là, auprès du conseil d'administration, c'est que la politique de prévention et de réponse aux violences sexuelles inclut, pour le moment, c'est des éléments qui devront être validés. Là, j'y vais, je marche sur des œufs parce que le document est en évaluation. Justement, à savoir la portée de violences sexuelles, parce qu'à ce stade-ci, on inclut également tout ce qui est harcèlement et violence à caractère discriminatoire à la lumière des dispositions de la Charte. Donc, ça va vraiment être ça, et que lorsqu'on pense à la protection de la communauté, il faut vraiment penser à savoir tout ce que cela implique en termes de, qu'on va voir la procédure, si quelqu'un de l'extérieur porte plainte, la confidentialité, tout ça, il y a vraiment des implications majeures. Anne dit qu'on va passer à la prochaine question parce que ça semblait bien répondu. Donc, je pense qu'il y a d'autres questions qui vont être plus pointues. Donc, tu termines? Je pensais qu'on alternait. Ah, OK. Donc, pardon, on s'ajuste un petit peu. Le code de conduite s'applique-t-il en dehors des heures et des lieux de travail? Alors, pour nous, fait pour Oxfam, c'est oui. On le précise, on le renforce dans la formation. Donc, on dit que ça s'applique à tout moment, en dehors des bureaux, mais aussi en dehors des heures de travail. Donc, et ça, moi, bon, c'est sûr que moi, je fais plus la partie coopérant volontaire, mais aussi pour les employés, ça s'applique. Alors maintenant, il faut peut-être faire la différence. Là où on voit une différence, c'est par exemple un employé qui travaille dans les sièges sociaux, hein, comme à Montréal, à Londres, etc., comparativement aux employés qui travaillent dans les bureaux locaux. Hein, quand on est dans les bureaux pays, là, on dit que ça s'applique tout le temps dans la vie. C'est sûr qu'ici, là, un employé du siège social, ce qu'il fait dans sa vie privée, l'employeur n'a pas le droit d'intervenir. Mais tout ce qui est sur le terrain, on étend ça à la vie privée également. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Là encore, on est toujours en réflexion parce qu'évidemment, en tant qu'organisation de défense des droits humains, il y a des réflexes là, à savoir, parce qu'Avocats sans frontières a également des coopérants et des coopérantes volontaires sur le terrain. Et pour avoir été coopérante moi-même plusieurs années, c'est justement où la frontière entre la vie privée, le respect de la vie privée et tout ce qui est, pour le moment, l'expression qu'on utilise dans la politique, c'est tout ce qui est en lien avec le travail. Donc, ce qui, évidemment, peut inclure la situation où on prend un verre à la buvette du coin là, avec des collègues, des partenaires et... donc, tout ça. Mais on essaie toujours d'anticiper justement jusqu'où, quelle est la frontière et en cas évidemment, de poursuite pour atteinte à la vie privée. C'est ça. Les frontières ne sont pas toujours très, très, très claires, mais évidemment, ça va inclure l'atteinte, entre guillemets, à la vie privée sera certainement beaucoup plus fragile ou plus présente pour les personnes qui travaillent là, sur le terrain. Donc, ça répond là qu'on l'aborde. Est-ce qu'on peut brimer la liberté individuelle? Et jusqu'à quel point est-ce qu'un employé, en s'engageant, peut consentir à ce qu'on, justement, qu'on porte atteinte jusqu'à un certain point à sa liberté individuelle? Ouais. Nous, la position, bref, pour donner la position d'Oxfam, c'est vraiment, on dit, ce qu'on a, les conseils qu'on a reçus et tout, c'est que le code de conduite fait partie intégrante du contrat. Les gens le signent, les gens s'y engagent.
s'il y a bris du code, s'il y a vraiment violence sexuelle, etc., on agit. C'est une fin de contrat, fin de mandat. Et si la personne, à ce moment-là, fait une poursuite, bien, on va assumer. C'est-à-dire, on va y aller, on va aller avec la poursuite, mais on agit et puis on le met en application tel quel. Alors, c'est ça, il y a différents avis. On a eu l'avis que oui, ça se fait, ça fait partie. Mais bon, on verra là, tout ça, c'est assez nouveau. Mais, oui, mais on assume ce qui viendra. Comme la CAQ avec la loi 21. Alors, OK, pardon, cliquez 2 fois. OK, là, le code de conduite peut-il primer sur les lois étrangères nationales? Je te donne les exemples de l'âge du consentement sexuel, les employés locaux. Dans le code de conduite, Karina, tu mentionnais que justement que les règles ont été définies un peu à la lumière des normes internationales et de celles des Nations Unies. Évidemment, bon, ça sera probablement le COV. Il s'agira peut-être juste de préciser là, les normes et tout ça. Évidemment, le réflexe que j'ai eu quand ça a été mentionné, c'est tout à fait dans la mesure où les textes ont été ratifiés par les pays où on intervient et où les lois constitutionnelles vont préciser quelle est la place et la valeur qu'on accorde. Dans certaines constitutions, on dit clairement, là, comme au Bénin, que les lois internationales priment sur les lois nationales. Et c'est pas nécessairement le cas dans tous les pays. Donc, ça a été un peu ma réflexion. Et en principe, de toute façon, la règle est claire, c'est-à-dire que le code de conduite va primer dans la mesure où elle ne permet pas ce que la loi nationale interdit. L'inverse peut être vrai, par contre. Mais, oui, c'est ça. Ce que la loi locale interdit, évidemment, le code de conduite ne le permet pas. Encore que, faire attention, dans les pays, par exemple, où l'homosexualité est interdite, nous, on ne va pas interdire ça. Donc, on parle des droits internationaux, des droits des personnes. Par contre, si la prostitution, elle est légale dans un pays, nous, on va quand même l'interdire dans le code de conduite. Si l'âge de consentement est 16 ans dans un pays, nous, on maintient le 18 ans, qui est le droit international, la définition de l'enfant, qui est 18 ans. Alors, même un employé local, un chauffeur local sous contrat avec Oxfam ne pourrait pas, par exemple, marier une fille de 17 ans. Si lui dit, ben moi, c'est ma loi et tout, nous, on va dire, ben voilà. Alors, si tu travailles pour Oxfam, voici le code de conduite, les valeurs d'Oxfam et les règles auxquelles tu dois te soumettre. Sinon, ben voilà, oui, si tu veux être sur les règles de marier ton épouse de 17 ans, ben à ce moment-là, tu ne peux plus être sous contrat ou sous mandat avec Oxfam. Donc là, il va y avoir un choix à faire. OK. Quels sont les enjeux liés à l'obligation d'informer le ministère de toute allégation survenant dans le contexte de la prestation de l'aide internationale canadienne? Comme c'est Okay. Donc, je vais peut-être prendre toutes les 4 questions parce que je pense que c'est pas mal en lien avec toute l'obligation de dénoncer, de déclencher une enquête et tout ça. Et là, je pense que d'entrée de jeu, il faut faire la distinction entre la politique harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes du travail qui, elle, n'oblige pas, et j'espère que je ne dis pas une bêtise, là, n'étant pas une spécialiste en droit du travail, mais en droit criminel, mais bon, mais n'oblige pas l'employeur à faire une enquête, mais à agir, à faire cesser la situation de harcèlement. Contrairement à AMC qui, à la mesure où il y a, et on parle de toute allégation, donc ce n'est pas toute allégation avérée, c'est pas toute allégation qui est au terme d'une enquête, donc toute allégation doit être transmise au ministère. Les enjeux que je voyais par rapport à ça, évidemment, c'était le toute allégation, le fait de, à partir du moment où l'allégation n'est pas avérée, entre guillemets, qu'on puisse quand même transmettre une information, surtout si la personne peut nier les allégations, et que là, il y a une information qui sera transmise et diffusée.
Donc, dans cet esprit-là, nous, on est arrivé à la conclusion par rapport à l'obligation d'obliger un employé à dénoncer toute situation. C'est recommandé dans la politique contre les violences, mais après consultation, pour le moment, on va voir là, ce que le conseil d'administration décidera. Dans la version, il est clair qu'on ne peut pas obliger un employé ou une employée à dénoncer des situations de harcèlement et ou de violence là, dont il et elle pourraient être témoins. Pour ce qui est de l'enquête, bon, j'ai répondu là, tout à l'heure. Donc, en vertu de la loi sur les normes, l'employeur n'est pas obligé de déclencher une enquête, mais on comprend qu'il y a quand même, on peut l'appeler une pré-enquête ou une mini-enquête, il y a quand même un début de vérification des allégations pour, à tout le moins, voir s'il y a une apparence, là, j'allais utiliser un terme très technique, une apparence de droit, là, ou une certaine enquête de recevabilité, là, si on est au moins dans la catégorie harcèlement. Mais l'obligation, qui est la dernière puce, au niveau de la loi sur les normes, il est clair que l'employeur a une obligation de mettre fin, de faire ce qu'il faut pour mettre fin à la situation problématique pour engager sa responsabilité. Dans notre cas, comment on gère les allégations, par exemple? Bon, quand on parle de toute personne doit signaler ou dénoncer, hein, comme on a dit, ce qu'on cherche vraiment, c'est au niveau de changer la culture organisationnelle, ne plus avoir d'omerta sur le terrain pour pas que ces situations-là se propagent. Donc, c'est pour ça qu'on dit les gens doivent dénoncer. Maintenant, évidemment, tout ça, ça vient aussi avec de la doigté, ça vient avec de la formation, ça vient avec de la prévention. Donc, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel on est et on ne veut pas traiter les situations tous de la même façon. Par exemple, on peut comprendre très bien que dans un pays d'assignation où la secrétaire du bureau, qui est un employé local, voit son supérieur hiérarchique harceler quelqu'un, on peut comprendre que cette personne-là se sent intimidée et n'ose pas dénoncer son supérieur, son directeur, par crainte de perdre son emploi, etc., avec la précarité. Donc, on peut comprendre ça. Ça ne veut pas dire que si on sait que la secrétaire du bureau n'a pas dénoncé, qu'elle va être sanctionnée. Hein? Donc, c'est là où il faut faire très attention là, de comment on fait les choses. Mais on veut faire comprendre aux gens qu'ils ont une responsabilité. Et on le mentionne aussi dans le préambule du Code de conduite, nous, que les personnes sont des alliés. Toutes personnes sont des alliés dans l'application de ce code-là. C'est-à-dire, ils doivent nous aider à ce que ce code-là soit respecté, que la culture change. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on parle de les collègues ont l'obligation de dénoncer. Ensuite, l'obligation d'enquêter, oui, c'est que dès qu'on reçoit une allégation, qu'on entende même une rumeur, hein, on a entendu dire que à partir du moment où on apprend ça, on se doit d'aller vérifier. Donc, ça, c'est la première étape, aller vérifier et, au besoin, enquêter. Donc, voilà. Est-ce que vous nous entendez? Parce qu'on a un petit problème Internet. Voilà. Oui. OK, super. Faut-il intégrer le code de conduite, faut-il intégrer dans le code de conduite un délai de prescription pour le dépôt de la plainte? Alors là, je pense qu'il faut faire aussi la distinction entre la loi sur le harcèlement, la loi du travail, et le code de conduite. Hein. Je pense que la loi, c'est 2 ans maintenant. La loi sur les normes en regard de la politique sur le harcèlement. Oui. Oui, le délai de prescription à partir du moment où c'est 2 ans. 2 ans. Par contre, évidemment, ça n'empêche pas les structures de permettre un délai supplémentaire ou de pas, par exemple, dans notre politique, dans la version actuelle qui n'est pas validée, il n'y a pas de délai, même si on favorise d'agir avec diligence, notamment pour préserver les éléments de preuve, de ne pas perdre des témoins, de ne pas oublier. La mémoire est une faculté qui oublie, donc c'est pour justement faciliter le déroulement de l'enquête. Mais il est clair que il ne faut pas envoyer le message, si tu attends trop longtemps, ça ne sera pas possible. Voilà. Et dans le cas du code de conduite, il n'y a pas de prescription là, pour nous. Là. Quelle est la portée du principe de confidentialité? Qui doit en bénéficier et quelles sont les informations protégées par la confidentialité? Pour parler du code, nous, et du traitement, donc la portée du principe, c'est que les mécanismes anonymes, c'est que très peu de personnes, nous, sont informées qu'une enquête peut être en cours, qu'une enquête est en cours.
Même les personnes, le directeur du pays pourrait ne pas le savoir, selon ce qui est enquêté. Qui bénéficie de cette confidentialité-là? C'est tout le monde, en fait. Tout le monde en bénéficie, la plaignante, la personne qui est ciblée aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est dit, évidemment, elle va être informée qu'une plainte, qu'elle va être sous enquête, mais tout ce qui va être dit, tout ce qui va être suivi, on ne va jamais dévoiler le contenu. On va dévoiler la conclusion d'une enquête, mais pas le contenu de l'enquête. Et on ne va mais jamais mettre en danger les témoins. Ils ne vont jamais être nommés qui a été rencontré ou non. Donc, ça, les témoins et la plaignante vont toujours être protégés. Et même le nom de la personne, si une personne à la fin n'est plus sous mandat parce qu'une enquête s'est avérée concluante, c'est-à-dire c'est avéré, la personne va être ne sera plus sous mandat, mais on ne va pas dire à l'équipe la raison pour laquelle cette personne-là n'est plus sous contrat. Donc, nous, la confidentialité, voilà, tout le monde, oui, tout le monde. Même la personne qui c'est là qu'il y a j'ai hâte de voir là, dans la politique aussi, on l'a mis, je parle de la politique là, sur les prévention des violences. Le principe est là, ça sera peut-être davantage dans l'application, dans la mise en œuvre. Évidemment, il y a un souci que la personne qui est mise en cause, est-ce qu'on peut lui dire qui la cible par des allégations, parce qu'à partir du moment où on ne lui donne pas l'information, comment cette personne-là peut se défendre et répondre aux accusations. C'est là que ça devient délicat. Bon, évidemment, au niveau du Québec, là, il y a certaines lois qui permettent l'accès à des informations, si l'information est colligée dans son dossier disciplinaire et tout ça. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments auxquels il va falloir penser justement par rapport à ce principe-là de confidentialité et de quelles sont les informations que dans un processus équitable, qui est un critère, il ne serait pas nécessaire de fournir également à la personne mise en cause, tout en centrant l'intervention sur les personnes plaignantes. Donc, ça rejoint un peu cette question-là. Donc, comment concilier le droit de se défendre là, de la partie qui est visée par les allégations et le respect de la confidentialité des informations. Je pense que oui. Si les personnes veulent revenir sur certaines questions, pourront revenir peut-être quand ce sera leur tour. L'employeur est-il tenu en vertu de la loi d'informer la victime de son droit de recours contre lui? Ça fait référence à une question, par exemple, dans la politique, dans la version actuelle de notre politique, on précise que la victime est vraiment la victime. La plaignante, dans un premier temps, la victime, si l'enquête est avérée, révèle que les faits sont avérés. À partir du moment où on la met au centre, est-ce qu'on l'informe aussi de son droit envers même l'employeur qui, s'il n'agit pas, s'il ne respecte pas, pour lui donner toute l'information dont elle a besoin. Et encore là, dans un processus équitable, est-ce que ces informations-là aussi sont données à la personne qui est mise en cause? Quels sont ses droits en regard de l'allégation qui est portée? Et évidemment, il y a les droits au niveau interne, disciplinaire, et parce qu'on souvent on allègue possibilité de poursuites judiciaires, et il y a d'autres droits qui peuvent se révéler aussi à ce niveau-là. Donc, il est clair, au niveau de la LNT, l'employeur n'est pas obligé. OK, ça c'est clair. Et évidemment, ça va dépendre de l'approche ou de l'approche que voudra adopter l'organisation. Est-ce que ASF, à ce stade-ci, a une volonté que cette approche centrée sur la victime, entre guillemets féminine, jusqu'à quel point elle se révèle et que la politique est avant tout là, non pas pour protéger Oxfam, Avocats sans frontières ou la réputation d'Avocats sans frontières, mais c'est vraiment pour protéger l'intégrité et les droits des femmes et des enfants ou des personnes plaignantes. Je vais quand même revenir sur, je vais quand même mentionner la dernière question. Que peut faire l'employeur si la plaignante refuse toute intervention? Nous, on est vraiment allé chercher différents avis et compte tenu aussi qu'il faut prendre en compte le contexte dans lequel on travaille, hein, les pays dans lesquels on travaille. Parfois,
la victime, elle ne veut pas. Elle ne veut pas porter plainte, elle ne veut pas qu'il y ait enquête et tout. Et même si c'est très difficile pour nous, ce qu'on nous a donné comme avis, c'est qu'il faut respecter le droit de la plaignante. Donc, si elle ne veut pas enquêter, on ne peut pas enquêter parce qu'on pourrait la mettre en danger. Donc, c'est vraiment toujours de protéger. Évidemment, on va l'encourager, on va l'accompagner, on va lui expliquer, on va espérer, on va essayer de l'emmener vers une plainte. Mais si vraiment elle refuse, alors on ne peut pas le faire à sa place. Donc, c'est là que ça devient plus touché si c'est ici au Québec à cause de la loi sur les normes, qu'à partir du moment où l'employeur a connaissance. Donc, pour le moment, la façon qu'on pense pouvoir pallier à ça, c'est d'informer dans toutes les campagnes de sensibilisation et d'information à partir du moment où il y a une plainte qui est portée en regard de la loi sur les normes, l'employeur aura une obligation d'agir. Donc, c'est ça, en espérant que ça... OK. Je vais me placer. Oui. On fera notre possible pour répondre aux questions. D'accord. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations très rapidement en très peu de temps, mais je voulais assurer qu'on ait un temps aussi pour répondre à vos questions. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et nos deux intervenantes vont répondre du mieux que possible. Donc, je recule dans le chat et je commence avec la question de Dany Pelletier. Considérant que les petites organisations n'ont pas nécessairement les moyens et le besoin d'une politique aussi élaborée, est-il possible de clarifier les exigences minimales d'Affaires mondiales Canada en ce qui a trait au code de conduite? Fait que je peux reculer ou bien je peux t'inviter à reculer à la diapo parce que ça va peut-être créer un petit peu de vertige, mais c'est très clairement indiqué. Je vais juste reculer. Non, je ne vais pas reculer. Je décide de ne pas reculer. De reculer, vous pouvez regarder dans les premières diapos, on fait un sommaire des exigences. Fait que, une des choses qu'on peut tenir en compte, c'est merci. On me le donne. Donc, on exige un code de conduite qui prévient et répond à l'exploitation et aux abus sexuels. Ça, c'est l'exigence d'Affaires mondiales Canada. Donc, évidemment, l'exigence d'Affaires mondiales Canada s'applique si tu reçois un financement d'Affaires mondiales Canada. Le code de conduite doit préciser les rôles et les responsabilités de l'organisation vis-à-vis de l'application et le respect du code. Doit décrire les procédures d'enquête équitables et confidentielles ainsi que les mesures disciplinaires en cas du non-respect du code. AMC exige qu'un mécanisme de signalement confidentiel soit instauré au sein de chaque organisation. Et afin de soutenir l'implantation du code, une formation sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels ainsi que les mesures à prendre en cas d'inconduite. Puis d'ailleurs, toute cette information-là est inclue dans nos fiches et aussi, on va vous donner les liens pour les ressources Internet. Mais juste pour préciser, Oxfam, évidemment, avec sa grande fédération, a beaucoup plus de ressources pour des processus d'enquête indépendants. Ceci ne s'applique pas, ne se traduit pas bien au contexte des petites et moyennes organisations. Donc, nous allons devoir poursuivre. Fait que ce groupe de travail de la COSI, c'est un de ses mandats. On va poursuivre la réflexion pour voir comment. Mais au niveau du minimum, l'organisation peut s'engager dans son code de conduite d'avoir une procédure confidentielle et équitable mise en place. Fait que la nature de cette procédure va varier d'une organisation à l'autre. Ensuite, je descends à la prochaine. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse qu'on veut rajouter? Ça va, je passe à la prochaine. OK. De Mathilde Goldberg. Quelles sont les limites si une personne entre en relation avec quelqu'un de la communauté, mais qui n'a aucun lien avec les activités du travail de façon directe ou indirecte? Donc, tu sais, de définir qui est le bénéficiaire du projet. Je vois que Karina a très hâte de répondre à la question. En fait, c'est une très bonne question parce que, effectivement, comme j'ai dit, il faut rester réaliste. Les gens ont une vie. Nos coopérants, certains de nos coopérants, nous, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le pays. Certains sont mariés avec des personnes locales. Donc, comment faire la différence?
Alors, nous, notre ligne, comment je pourrais dire, notre ligne d'analyse, d'interprétation, on revient à relation de pouvoir ou d'autorité. Alors, c'est là où rapports inégaux, par exemple. Alors, c'est pour ça qu'on dit aux gens, écoutez, allez vérifier. On ne vous dit pas que tout est interdit. Il y a des choses, évidemment, qui sont évidentes. Vous ne pouvez pas, vous travaillez avec une organisation des droits des femmes violentées dans le pays, mais vous ne pouvez pas fréquenter une bénéficiaire de votre partenaire local. Vous êtes évidemment en rapport inégal et en exploitation et population vulnérable. Donc, par contre, vous êtes dans le pays et puis vous nouez une amitié avec un banquier, une banquière qui travaille à la banque, qui est, et bon, ça se transforme. Évidemment, on n'empêche pas les relations amoureuses, mais nous, on revient toujours au rapport inégal, au rapport d'autorité. Est-ce que cette personne-là pense que, compte tenu de ta position d'Oxfam, voilà, ben, ma vie va être facilitée, je vais avoir accès à certains services que je n'aurais pas autrement. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, allez chercher conseil et avis. Alors, c'est là où nous, on va analyser, est-ce qu'il y a un rapport inégal de force dans la relation. Ce que j'ajouterais, et là, c'est mon point de vue personnel, là, je n'engage pas Avocats sans frontières. C'est justement, et je l'avais noté tout à l'heure lorsqu'on l'avait lu, parce que je l'avais vu aussi ailleurs, c'est cette espèce de présomption de relation d'autorité par rapport aux communautés du seul fait qu'on vienne de l'Occident. Et je ne reprendrai pas une formulation, là, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est un peu ça là, qui est difficile parce que ce faisant, il y a une espèce de, et ça c'est très personnel, là, de présomption justement d'inégalité du seul fait qu'on soit de l'Occident ou que la personne ne rentre pas dans les critères généralement admis là, de personnes qui n'est pas en situation de vulnérabilité. Donc, donc, tous les critères et les indices là, autour de qui est une personne en situation de vulnérabilité, jusqu'à quel point cette personne-là, même si elle n'est pas banquière, ou si elle n'est pas, ouais, c'est un exemple, là, si elle n'est pas, elle ne travaille pas pour une organisation internationale, peut ou non consentir valablement, surtout dans une perspective où on parle d'autonomisation, d'empowerment et de valorisation là, de l'agentivité là, et non de caractère bénéficiaire des personnes avec lesquelles on travaille. C'est ma seule petite... et ça ne sera pas facile de faire cette distinction-là. Juste préciser, effectivement, faire très attention parce que quand on parle, nous, de position d'autorité, je pense que dans le code, on l'a mentionné, c'est surtout l'autorité que mon mandat me confère. Donc, ce n'est pas nécessairement d'où tu viens parce que nos employés locaux, ils sont en position, en quelque part, d'autorité. Je veux dire, là, nos chauffeurs, par exemple, qui sont là avec les véhicules, ben si des gens, c'est un exemple très, très vraiment basique, vous m'excuserez, là, mais j'essaie juste de vous démontrer. Par exemple, le chauffeur, on dit, ben le chauffeur qui a un véhicule, qui peut transporter des gens, etc., ben il y a une certaine, peut-être, autorité. Si une bénéficiaire ou quelqu'un lui demande, par exemple, des lifts, ben lui, il a accès à un véhicule, lui a accès à un service. Alors, c'est plutôt en travaillant, en étant sous mandat avec Oxfam, l'autorité ou la force, si on veut, le rapport inégal. On va parler plutôt de rapport inégal, c'est qu'est-ce que Oxfam? Oxfam, il est là pour des services, il offre des, voilà, des moyens ou des aides. Bon, alors, c'est plus ça le rapport d'inégalité. C'est le mandat que nous confère, c'est la force que nous confère le mandat et non d'où on vient. On a des employés ou des coopérants volontaires qui sont de la diaspora et on ne peut pas savoir d'où ils viennent. Mais comme ils sont sous mandat, il y a une étiquette qui vient avec ça. C'est Oxfam, c'est une grande ONG, donc il y a une représentation qui se fait déjà auprès de la population. Très bien. Je crois qu'on a très bien dit, il y a des zones grises qui sont très difficiles pour l'organisation. Puis ce qui est le plus important, c'est de créer des espaces pour justement discuter de ces zones grises-là. Parce que je trouve justement que les formations sur le pouvoir, le privilège, le consentement sont justement très importants pour que nous réalisons le privilège, l'autorité que nous portons, que parfois on n'est pas conscient de ce privilège ou de cette autorité. C'est sûr que souvent, il y a des inégalités
de revenus aussi très criants entre les employés, les représentants de l'organisation et la communauté locale, qu'elle soit bénéficiaire ou non. Et donc, outre la zone grise, je trouve que l'exercice, souvent, se demander, bon, ben, qu'est-ce qui arrive si mon organisation était à la une dans les médias, employé, coopérant, vit avec une fille de 18 ans, mais qui est très peu éduquée, qui n'a pas beaucoup de perspectives d'emploi. C'est quoi la meilleure façon de regarder la question des violences sexuelles en coopération internationale, mais je trouve que du côté de l'organisation, ça peut aider à réfléchir à si ça crée un scandale, peut-être que c'est une des zones grises qu'on veut mieux approfondir et clarifier. Je vais le mettre comme ça, mais évidemment, c'est une zone grise, alors on n'a pas une réponse définitive. Je passe à la prochaine question, je vois qu'il y en a plusieurs. J'étais à Delinda, Gagnon de Succo. Est-ce que dans le cas d'une stagiaire style QSF de 17 ans qui aurait une relation intime et sexuelle avec une personne de 17 ans du village, où le jeune vit durant son stage sans être bénéficiaire du projet, on devrait imposer une sanction? Je regarde Action Québec qui a quand même des stagiaires QSF, fait que c'est... Non. En dessous de l'âge de 17 ans? Il me semble que QSF, ça commence à 17 ans. Je n'ai pas l'impression qu'on a des 17 ans, mais écoutez, bonne question. Est-ce que je réfléchis? Parce que oui. Dans ces cas-là, si je ne me trompe pas, pour avoir déjà géré les QSF, il y a aussi des règles internes dans le cadre du programme QSF. Et chaque organisation, je pense qu'ils ont leurs propres règles. Maintenant, deux stagiaires de 17 ans, je ne pense pas que ça serait géré dans la manière dont on interprète notre code de conduite. Je pense que ça serait géré différemment. Là. Ça ne serait pas un bris du code de conduite. Je ne pense pas qu'on serait dans les violences sexuelles, dans l'âge légal de consentement. Nous, on parle vraiment, quand on dit 18 ans, là, c'est un adulte, une personne de plus de 18 ans avec une personne mineure, etc. Donc, deux jeunes de 17 ans, stagiaires, je pense que ça serait géré autrement là, que par vraiment une façon de conduite comme on l'entend. Mais on pense aussi à qu'est-ce que vise le code de conduite. Souvent, en matière légale, on parle de l'esprit de la loi. Quelle est la volonté réelle? Et il y a la notion de, tu parlais de relations de pouvoir, d'inégalité, tout ça. Ça pourrait, quand tu dis informez-vous et analysez la situation, ça pourrait être le cas même si les deux personnes ont 17 ans. Au-delà de l'âge, il peut y avoir d'autres variables qui pourraient indiquer cette inégalité-là. Mais on a des précisions techniques pour assurer la qualité du son. Oui, bon, je ne pense pas que ça vaille la peine. En fait, ce que je disais, c'était surtout de revenir aux critères et aux éléments de rapport de pouvoir, de relation de pouvoir qui peut quand même être présent entre deux personnes de 17 ans. Et je disais que l'âge n'était pas la seule variable là, pour permettre d'évaluer le caractère inégal ou pas là, de relation entre deux personnes. Donc, c'est de revenir, je pense, à ces critères-là, en se disant que même ici au Québec, là, les relations entre personnes consentantes, même si elles sont mineures, c'est permis. Là. C'est plus la différence d'âge qui va rentrer en ligne de compte. Juste pour dire que certains programmes Québec sans frontières interdisent toute relation sexuelle sur un programme. Fait que, encore ici, on a une géométrie variable. Je pense qu'on a plusieurs éléments de réponse. Je passe à Martin Parent-Roy. Bon, c'est comment Oxfam, mais on ne va pas dire Oxfam, comment comptons-nous appliquer les exigences d'Affaires mondiales Canada dans les nouvelles modalités des accords de contribution avec les partenaires locaux? Donc, est-ce que les partenaires locaux doivent signer une attestation qui se conforme au code de conduite?
Est-ce qu'ils doivent développer leurs propres politiques et procédures pour prévenir l'exploitation et les abus sexuels? Donc, je pense que c'est ça la grande partie de la question. Alors, je vous dis que c'est le prochain grand défi qui nous attend, dans la mesure où effectivement, toute cette prévention-là, le code de conduite et le soutien aux victimes et les signalements, maintenant on est rendu, ça doit se rendre aux partenaires et ça doit se rendre aux bénéficiaires même. Donc, c'est un défi parce que là, il faut que là, on pense à mettre en place des lignes de signalement, des voies de signalement qui correspondent qui répondent aux besoins et qui sont facilitants pour les bénéficiaires ou nos partenaires. Alors, on est rendu au point où nous, par exemple, une bénéficiaire devrait avoir accès à une voie de dénonciation pour dénoncer le partenaire avec lequel on travaille. Donc, si on travaille dans une organisation où une femme bénéficiaire de cette organisation veut dénoncer le directeur, par exemple, de l'organisation parce qu'il fait de l'harcèlement ou il fait des échanges de services pour des faveurs sexuelles. Donc là, il faut que cette bénéficiaire puisse venir à Oxfam dénoncer le partenaire avec lequel on travaille. Alors oui, on est en train de mettre en place effectivement le code de conduite et même les formations Vive nos valeurs sur comment s'applique notre code de conduite. Il s'applique aussi aux partenaires qui travaillent avec nous. Et ces formations-là, on les donne également aux partenaires pour qu'ils comprennent très bien à quelles valeurs ils doivent adhérer à partir du moment où ils signent une entente, un protocole d'entente avec Oxfam Québec là, pour travailler avec nous. Donc, c'est un grand défi, mais c'est là où la prochaine étape qu'on doit amorcer. Donc, je trouve que c'est un des aspects les plus pertinents dans les nouvelles exigences au niveau des accords de contribution, que je trouve ça, j'encourage ceux qui reçoivent le financement d'Affaires mondiales Canada et ceux qui ne le reçoivent pas, d'avoir un code de conduite et de le partager avec tous leurs partenaires. C'est une mesure importante pour prévenir et répondre aux violences sexuelles dans notre secteur. Merci pour la question. Je continue de Yvonne Langford. Puis je vais juste faire une vérification au niveau du temps. Je pense que ça va. On a encore 13 minutes. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par agir contre la corruption? Fait qu'on est un petit peu à l'extérieur des violences sexuelles, mais oui, on peut y répondre. Est-ce que ça se limite à l'action non corruptrice de l'intervenant lui-même, c'est-à-dire si tu es témoin d'un geste de corruption? Encore une fois, je pense qu'il faut retourner à la réalité et dans les contextes difficiles dans lesquels on est parfois. Agir contre la corruption, c'est ne pas corrompre quelqu'un, mais ne pas accepter de corruption. Donc, par exemple, ne pas avoir à payer des policiers pour pouvoir passer quand les policiers vous arrêtent et que, voilà, si vous voulez passer, ben, il faut payer. C'est de dire ne pas rentrer dans ça. Donc, ne pas le faire. Agir contre la corruption, c'est aussi si on voit qu'un collègue ou que le comptable bureau n'est pas tout à fait en règle dans la façon de la tenue de livre ou qu'on pense qu'il y a du vol, ben, c'est de le dénoncer aussi. Là. Donc, c'est un peu tout ça. Là. C'est la fraude, la corruption, c'est ne pas participer et ne pas être voilà, bénéficiaire de corruption aussi. Parfait. Je vais juste faire le tour des questions. Il y a quelqu'un qui nous donne des éléments de réponse, c'est très gentil. Fait qu'un stagiaire Québec sans frontières doit avoir 18 ans au minimum. Mais bon, on n'est pas tous d'accord. Il y a différents types de stages aussi. Il n'y a pas juste Québec sans frontières. Je sais que les programmes de Jeunesse Canada Monde dans le temps, c'était 17 à 21 ans. Fait que je trouve que c'est quand même une question pertinente. Bon, je crois qu'on a une dernière question, puis après ça, je vais passer à la conclusion. Encore une fois de Linda Gagnon-Succo. Si la plaignante refuse de porter plainte, peut-on tout de même faire une enquête et donner des sanctions à la personne visée? On y avait touché un petit peu dans les questions-réponses avec Sabine. Fait que je vais laisser tout à fait en avant. Donc, je vais mettre en avant si on n'entend pas. Il faudrait juste porter plainte. Pourquoi? Est-ce qu'elle est sur le terrain déjà ou est-ce qu'elle est à l'interne? Est-ce qu'elle porte plainte contre un autre employé ou une autre employée de l'organisation ou elle porte plainte contre
un partenaire. Et donc, il y a tout ça à évaluer pour savoir qu'est-ce qui est applicable. Évidemment, si elle porte plainte en vertu de la loi sur les normes du travail en matière de harcèlement psychologique ou à caractère sexuel, si elle porte plainte, l'employeur est obligé d'intervenir. On appelle ça enquête ou pas enquête, mais il doit faire quelque chose pour faire cesser la situation. Sinon, lui s'expose à des poursuites en vertu de la LNT, parce que c'est une obligation en vertu de la LNT. Par contre, si on est plus dans un contexte où il y a une personne qui n'est pas salariée, ni employée, ni coopérante volontaire, c'est quelqu'un de la communauté qui porte plainte, c'est à ce moment-là que c'est plus touché. En principe, c'est la politique, mais enfin, jusqu'à quel point la personne sera... Si elle ne porte pas plainte, mais on sait. On sait ce qui se passe. C'est la connaissance. Le critère, c'est à partir du moment, tu pourras lire la loi, Linda, c'est à partir du moment, la loi sur les normes, que ça vient à la connaissance de l'employeur. C'est ce qui, c'est le critère. Au niveau, encore là, interne, harcèlement psychologique et ou sexuel. L'autre chose aussi, je pense que, je vous le dis, là, même si on a des procédures, même si tout semble clair parfois sur papier, je vous dirais qu'à partir du moment où ça arrive, il faut souvent user de beaucoup de créativité, il faut se creuser la tête pour voir voilà, comment on prend ça, etc. Donc, nous, on a un exemple, je peux peut-être vous donner un exemple concret. Mentionnez aussi que souvent, quand vous avez une dénonciation, un signalement, il arrive souvent, je ne vais pas dire c'est très rare, mais il arrive souvent que le signalement qu'on vous donne, vous voyez très bien qu'il y a un bris du code de conduite. Souvent, là, vous allez, quand vous faites votre enquête ou vous commencez à investiguer un peu ou à vérifier, il faut vérifier s'il n'y a pas d'autres bris aussi du code de conduite. Souvent, il y en a d'autres qui s'ajoutent, c'est pas juste un. Il ne faut pas juste s'arrêter à un seul signalement, mais il faut ouvrir la possibilité. Nous, on a eu un cas dans un pays où il y avait des rumeurs d'une fréquentation, de rapports inégal. Et là, ça se parlait dans le bureau. Les gens ont dit oui, il y a une personne qui était témoin et tout, mais la personne ne voulait pas venir de l'avant et dire ce qu'elle avait vu, etc. Mais tout le monde s'en parlait. Personne nommait la personne qui aurait été en cause, mais tout le monde savait de qui on parlait. Mais il n'y a jamais personne qui a voulu faire une plainte officielle. Mais à partir de là, on avait assez d'éléments pour dire, OK, on va commencer à vérifier. Sans même avoir une plainte officielle, on a assez d'éléments pour avoir des doutes et on va commencer à vérifier des registres. On va commencer à vérifier certaines choses, certaines informations qu'on peut avoir au niveau administratif, des registres de chauffeurs, par exemple, les déplacements, etc., sans qu'on ait reçu une plainte officielle pour voir est-ce qu'on trouve quelque chose. Donc, là où il faut faire attention quand on dit la victime ou la plaignante ne veut pas porter plainte et que nous, on dit ben, on ne peut rien faire, c'est qu'il ne faut pas placer cette personne-là dans une position de danger. Nous, dans les formations qu'on a eues sur les enquêtes, la première chose, ça a été vraiment, il faut à tout prix protéger la plaignante ou la victime. Donc là, on se met, mettez-vous aussi toujours dans des cas un peu plus extrêmes. Je donne l'exemple dans un camp de réfugiés avec des populations déplacées. Bien, une personne réfugiée dans un camp, si elle ne veut pas porter plainte contre le responsable du camp qui fait des abus, bien là, on ne peut pas la mettre au centre de ça. Par contre, ça ne nous empêche pas de faire des vérifications, de trouver autre chose qui va nous mener vers. Alors, je pense que ce qu'on doit faire, nous, c'est qu'on a l'obligation de ne pas faire la sourde oreille, mais il ne faut pas mettre cette personne-là au centre oui, il faut protéger la victime ou la plaignante à tout prix. Là. Ça, pour nous, c'est la base. Et à la limite, merci, je trouve que c'est des éléments de réponse intéressants parce que ça nous aide à définir ce que ça veut dire une tolérance zéro, n'est-ce pas? Donc, on peut toujours avoir d'autres questions par la suite ou pour les membres de la COCI, vous pouvez vous impliquer dans notre comité de travail sur les violences sexuelles. J'avais mentionné qu'on a produit certains outils. En guise de conclusion, un de nos outils donne une fiche de vérification pour différents outils organisationnels. Donc, je vais vérifier le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas le lire, mais vous pourriez consulter le diaporama ou le webinaire par la suite.
mais on donne certains guidelines, lignes directrices pour aider dans le développement du code de conduite. Donc, s'il définit clairement les attentes de l'organisation quant à la violence sexuelle pour le personnel, les volontaires et les stagiaires, s'il couvre les relations de pouvoir, s'il encadre les liens intimes, puis là, entre qui peuvent s'établir une personne en situation d'autorité ou une personne soumise à cette autorité, entre une représentante de l'organisation et une personne participante. Si elle intègre les 6 principes fondamentaux définis par le Comité permanent interorganisation. AMC fait référence au CPI, puis on va vous fournir le lien de ces 6 principes, mais ils sont également inclus dans nos fiches. Puis les exigences d'Affaires mondiales Canada, on a déjà fait le tour. Au niveau de la politique, fait qu'on a séparé notre liste de vérification entre le code de conduite et la politique. Donc, on demande si la politique, parce que tu pourrais avoir une seule politique qui inclut celle sur l'harcèlement et sur la prévention et l'accompagnement ou la réponse aux violences sexuelles. Donc, est-ce que la politique répond aux récentes modifications de la loi sur les normes du travail? Inclut-elle les éléments tels que des objectifs, une déclaration d'engagement face à la lutte et à la prévention, les attentes et les responsabilités de l'organisme face au personnel, une définition claire de ce qu'on veut dire par des violences sexuelles, si elle est centrée sur les besoins de la victime ou de la personne survivante, si elle s'applique aux volontaires, aux stagiaires, aux membres du CA, etc. Si elle s'applique au niveau des employés, au niveau national, couvrait-elle une variété de scénarios, les volontaires comme victimes, les volontaires comme agresseurs, si elle explique comment faire un signalement, si elle protège les lanceurs d'alerte, si elle couvre les médias sociaux, si elle est affichée dans les milieux de travail, si elle est connue et maîtrisée par des membres de l'organisation, si elle est connue des bénéficiaires et des partenaires, puis on voit que clairement, elle doit être connue par les partenaires. Et s'il existe un mécanisme de suivi du phénomène des violences sexuelles au sein de l'organisation, et Karina avait mentionné justement cette idée d'avoir un système qui permet de faire l'analyse de toutes les plaintes, de tous les aspects. J'y vais rapidement. Donc, au niveau des ressources, celles qui sont développées à date par le comité de travail de la COSI et du Comité québécois Femmes et Développement sur les violences sexuelles. J'ai donné le lien au site web qui a beaucoup plus d'informations, entre autres les liens à Affaires mondiales Canada et différentes ressources, mais aussi nos 4 fiches, nos 3 fiches chez notre liste de vérification. Donc, la première est une introduction aux violences sexuelles et explique pourquoi on a adopté ce vocabulaire-là, entre autres. La fiche 2 sur la prévention et le signalement, qui revient à tous ces outils organisationnels. La fiche 3, qui est sur la formation, qu'est-ce qu'on doit inclure, puis différentes ressources disponibles déjà sur les formations. Et il y a plusieurs fiches à venir parce qu'on a des demandes des membres, puis on veut répondre aux membres qui souhaitent répondre, eux, aux exigences d'Affaires mondiales Canada et tout simplement renforcer leur capacité organisationnelle. Donc, on souhaite faire un accompagnement médical, psychosocial, juridique et judiciaire, ça serait une autre fiche. L'automne dernier, au fait, c'est Karina qui avait donné une excellente formation sur l'enquête. On aimerait aussi développer une fiche sur l'enquête et on nous demande de créer comme une maquette d'un code de conduite qu'on pourrait partager avec les membres pour vous aider à développer votre propre code de conduite. Fait que tout ça à venir, puis on comprend que ça urge, mais on va travailler le plus rapidement possible. Fait que je vous remercie, vous, qui avez participé au webinaire en français. Il va être disponible enregistré, mais aussi on va partager le PowerPoint et les ressources. Et j'aimerais remercier mes 2 intervenantes que vous ne voyez pas, Karina. Merci beaucoup. Et Sabine. Merci, au revoir. Alors, merci, au revoir. Puis s'il y a d'autres questions, on va essayer de répondre après le web. Merci, au revoir. Ah, puis merci Hélène d'avoir fait l'appui technique à distance.